Bonjour, bienvenue dans cette édition d'Information. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle session. Les titres de ce journal. La Côte d'Ivoire lance la première session 2025 du certificat de qualification au métier. Une opportunité pour les jeunes apprentis, artisans et ouvriers de valider officiellement leurs compétences acquises en apprentissage informel. Ce 15 septembre 2025 marque également le lancement de la 10e semaine nationale de l'eau. Une plongée autour des défis d'une ressource fragile mais vitale. Une semaine entièrement dédiée à la gestion et à la préservation par l'innovation et la recherche pour mieux protéger nos rivières, nos barrages et nos nappes souterraines. Et puis l'actualité internationale avec ce sommet arabo-islamique convoqué par le Qatar en réponse à l'attaque israélienne visant des dirigeants du Hamas à Doha la semaine dernière. Attaque qui s'est soldée par la mort de 5 membres du groupe et un agent de sécurité qatari. Une certification pour les savoir-faire artisanaux. Cette certification, c'est le CQM, l'examen de certificat de qualification au métier. Il a démarré ce lundi. Cette session certifiera une trentaine de métiers sur un total de 245 métiers répertoriés dans le pays. Les candidats sont de jeunes apprentis, des artisans, de jeunes ouvriers, salariés mais non diplômés. Une chance professionnelle, une chance de professionnalisation pour près de 2764 personnes. On en parle avec Issa Chonayeo. C'est une innovation au niveau du secteur de l'artisanat en Côte d'Ivoire. Les artisans seront désormais dotés d'un parchemin qui permettra d'exercer leur métier quel que soit leur niveau. Les ministres Kofi Nguessan et Souleymane Diarra viennent à cet effet de lancer la première session des examens du certificat de qualification métier, CQM. Un programme qui donne une seconde chance aux jeunes de s'insérer dans le tissu social. Les apprentis apprennent le métier, ils s'insèrent avec, ils s'installent, ils vivent avec ça. Mais ce système de formation qui est informel, on délivre à la fin des attestations de fin d'apprentissage. Cet examen leur permettra d'avoir la performance et la reconnaissance de l'État dans leur savoir-faire. Offrir des opportunités aux jeunes pour avoir de l'emploi, une préoccupation majeure pour le gouvernement ivoirien. C'est pourquoi les ministres Kofi Nguessan et Souleymane Diarra se réjouissent de la mise en place du CQM. L'artisanat est un moteur économique qui en réalité occupe 30% de la population active et représente plus de 19,5% du produit intérieur brut de notre économie. Et donc, lorsque l'État de Côte d'Ivoire initie une telle réforme, c'est pour impacter la vie des artisans de Côte d'Ivoire, pour leur ouvrir en fait des perspectives heureuses. Ce diplôme permet à ces candidats de refaire des parcours académiques, parce qu'après le CQM, il peut y avoir un CAP, un BT. Je voudrais féliciter tous les candidats et toutes les candidates et leur souhaiter bonne chance à cet examen. Ils sont au total 2764 artisans issus de 33 métiers à postuler pour cette première session. Ce diplôme sera exigé à tout artisan du secteur informel qui voudrait s'installer pour son propre compte. Et voilà qui vient harmoniser savoir-faire et professionnalisme. Sur un tableau similaire dans le système de l'éducation nationale, ce 15 septembre, c'est jour de distribution de kits scolaires dans toute la Côte d'Ivoire pour l'année scolaire 2025-2026. C'est une opération conduite par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La remise officielle s'est faite au groupe scolaire Anono dans la commune de Cocody. Les images vous seront rapportées dans nos prochaines éditions. Et voilà, des kits scolaires remis gratuitement, une subvention du gouvernement ivoirien qui soulage bien des familles. Et dans la ville de Bouaké, nous avons rencontré des femmes résilientes qui travaillent d'arrache-pied pour les besoins de leurs enfants, des mères qui sont, par la force des choses, chefs de famille. Certaines sont veuves et elles reçoivent du soutien de fonds baptismaux. Leur témoignage est rapporté par Priska Kwasi et Soro Corona. Kwaku Afoué Monique, mère de 4 enfants et veuve depuis 2011.
couturière de son état, fait face aux charges de ses enfants après le décès de son époux. J'ai vu que la couture ne pouvait plus scolariser les enfants parce qu'au fur et à mesure, quand ils passaient en classe supérieure, c'était un peu difficile pour moi. Donc, j'ai préféré me lancer dans le manioc. Mais actuellement, ce que je fais là m'aide à vraiment scolariser mes enfants sans souci. Tapé Nadège s'est lancée dans l'agriculture depuis 3 ans après le décès de son mari. C'est avec les revenus de son champ qu'elle scolarise ses enfants. Ce que j'attends d'eux, c'est le travail, la réussite. C'est-à-dire qu'on investit en eux. En retour, on n'a pas besoin qu'ils viennent nous dire merci. Ce qu'on veut voir là, c'est j'ai reçu à mon examen. C'est une grande fierté. À l'image de Monique et Nadège, Kwasi Stéphanie a aussi à sa charge 3 enfants. Les enfants, entièrement là, ils n'ont pas encore commencé. Parce que entièrement, c'est un peu dur. Donc j'attends la semaine prochaine pour aller les inscrire. La résilience et la détermination de ces femmes forgent l'admiration de Dame Wakada, Suzanne. Je loue son courage parce que ce n'était pas facile au début. Mais c'est une femme qui s'est levée pour pouvoir scolariser ses enfants. Le message que je veux apporter à toutes ces femmes, c'est de se lever. Même avec 10 francs, on peut avoir 25. Ruth et Abel, tous deux, enfants d'Afou et Monique, trouvent en leur mère un modèle de réussite. C'est un privilège pour nous d'être ses enfants. Lorsque tout le monde nous a laissés, elle est restée là, elle nous a aimés, elle nous a encouragés, elle nous a soutenus, elle a permis à ce qu'on puisse être là où nous sommes aujourd'hui. C'est toute une reconnaissance que j'aimerais témoigner à son égard, parce que ce qu'elle a fait pour nous, dans d'autres conditions, d'autres personnes auraient fait autrement. Ces femmes devenues chefs de famille par la force des choses montrent la voie à suivre aux autres femmes vulnérables. Je demande à mes sœurs veuves de ne pas se décourager. Il y a un Dieu pour nous, le travail. Donc vraiment, levons-nous, battons-nous pour l'avenir de nos enfants. Souvent quand tu viens, tu as tout ton corps qui te fait mal. Mais tu es obligé parce que si tu n'as pas fait, demain tes enfants ne vont pas pouvoir manger. Mères, veuves et battantes. Kwaku Monique, Tapé Nadège, Kwasi Stéphanie, par leur courage et abnégation, tracent les sillons de la réussite de leurs enfants. Et hommage à toutes les femmes qui ne lâchent rien pour leurs enfants. Et courage et ingéniosité, il en faut quand on souhaite surtout entreprendre. Trouver un entrepreneur, il ne vous dira pas le contraire. Les jeunes du village SOS d'enfants sont déjà bien avertis. Une 50aine a d'ailleurs été entretenue sur le sujet en prélude au Forum national des jeunes. Jeunesse innovante et entreprenante, avenir économique prometteur. On en parle avec Brigitte Zamblé et Martha Kessy. C'est une journée pas comme les autres pour ces 50 jeunes venus de Yamoussoukro, Aboissou et Abidjan. Ici, au village SOS Enfants d'Abobo, le prix Forum national ouvre les discussions sur les défis et opportunités de l'autonomisation et de l'entrepreneuriat des jeunes. Moment crucial pour les écouter et les accompagner à entrer dans le monde du travail. C'est un cadre qu'on donne aux jeunes pour leur participation. En réalité, c'est que l'organisation, comme je l'ai dit en salle, met beaucoup plus d'accent sur le développement du jeune et sa participation. Et parce que quand vous reprenez chez nous dans notre jargon de la prise en charge, ce que tu fais pour moi sans moi et contre moi. Après plusieurs séances de formation, ces jeunes en difficulté et pensionnaires de l'ONG SOS Village d'Enfants se réjouissent des connaissances acquises. Ce que j'ai retenu, c'est qu'après les propos de Mme Zizé Julie, elle a vraiment exhorté tous les jeunes à mettre la main dans le sac, c'est-à-dire participer, prendre des décisions eux-mêmes afin que nous puissions aller de l'avant. J'ai appris assez de choses. Je peux commencer par la prise de parole en public, l'estime de soi, la présentation devant accès de public. Rappelons que le Forum national des jeunes se tient tous les 2 ans. Rendez-vous en novembre prochain pour l'édition 2025. Et voilà, une jeunesse innovante et entreprenante, mais il faut de la formation pour un meilleur potentiel. La 3e édition de la cohorte Inspire promet équiper nos jeunes sur les outils pour entreprendre sans peur et bâtir leur avenir professionnel. C'est un partage d'expériences utiles et surtout inspirants, nous disent Lionel Yomoli, Jean-Marc Djadji et Robert Conin. Promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes, c'est l'un des points majeurs de cette 3e édition du programme d'échange et de partage d'expériences Inspire.
L'objectif de cette 3e édition, c'est comme d'habitude motiver, encourager, inciter les jeunes à passer à l'action, leur faire comprendre qu'on peut venir de n'importe quel background et écrire sa propre histoire. Pour cette édition, les organisateurs mettent en place une nouvelle réforme, le Speed Job Dating. Objectif, accompagner les jeunes, créer des opportunités concrètes et bâtir un avenir où l'éducation mène à l'emploi. Le président de la Fédération ivoirienne de football, FIF, Yacine Idriss Diallo, apporte aussi son expertise et ne manque pas de rappeler aux jeunes l'importance du travail bien fait. Ce moment est un moment qui nous permet d'échanger avec des jeunes, avec des entrepreneurs déjà formés, avec de futurs entrepreneurs, pour leur dire que dans la vie, rien n'est facile. Mais par contre, quand on a des idées, quand on a une idée, il faut bien travailler à la préparation. J'insiste dessus, la préparation est fondamentale. Les participants se disent satisfaits de ce moment d'écoute et d'attention. C'est la 3e édition à laquelle j'assiste et je suis vraiment particulièrement impressionnée par la mobilisation des jeunes, par l'organisation qui est très bien faite. Et je pense que la jeunesse ivoirienne et africaine a vraiment besoin de prendre exemple sur des modèles de réussite. Créé en 2023, Inspire permet également aux étudiants et professionnels d'accéder à des formations gratuites. Et puisqu'on parle d'avenir, n'oublions pas nos ressources en Côte d'Ivoire. Cette semaine, on valorise une ressource vitale, l'eau. Ce lundi 15 septembre ouvre la 10e semaine nationale de l'eau jusqu'à dimanche prochain. Le ministère des Eaux et Forêts a une priorité, l'innovation et la recherche pour mieux gérer les ressources nationales. La déclaration du ministre Laurent Tchagba est rapportée par Franck Quadio et Zakaria Traoré. L'eau est une source de vie, aussi porteuse de développement. Tous les ans, le ministère des Eaux et Forêts consacre une semaine à la déclinaison des différentes problématiques relatives à sa gestion. L'eau, cette ressource fragile, est désormais régie par une loi. Pourtant, dans le domaine de l'eau, notre pays continue de faire face à des défis que sont la croissance de la population, l'urbanisation rapide. Ces défis exigent des solutions modernes, adaptées et durables. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire voudrait faire de l'innovation un levier de transformation durable du secteur de l'eau. Thème tout trouvé donc pour la Semaine nationale de l'eau. L'innovation technologique pour une gestion intégrée des ressources en eau réussie, enjeux et perspectives. À l'endroit de nos chercheurs et universitaires, ce thème vous invite à produire des connaissances appliquées et utiles. Les innovations telles que l'intelligence artificielle, les systèmes d'information géographique ou la télédétection offrent un terrain propice à des recherches interdisciplinaires et à des partenariats internationaux. C'est également à ce défi qui devra répondre la Côte d'Ivoire, qui vient d'être honorée à travers la création de la chaire Intelligence artificielle, humanité et sciences ouverte par l'UNESCO. La 10e semaine nationale de l'eau s'étend du 15 au 21 septembre 2025. Et pendant ce temps, une nouvelle stratégie et des règles futures sont écrites pour les échanges courriers internationaux. L'Union postale universelle est en congrès. Une 28e réunion, opportunité pour inscrire la Côte d'Ivoire sur la carte mondiale des services postaux. Le pays pose sa candidature au poste de vice-directeur général. Et pour un siège au conseil d'exploitation de cette organisation, le candidat de la Côte d'Ivoire, Isaac Nyamba Yao, présente sa vision aux participants, suivant le compte-rendu de Khalil Diomandé. L'hospitalité ivoirienne s'exprime au 28e congrès de l'Union postale universelle à Dubaï. En marge des travaux, la Côte d'Ivoire convie les délégués des 192 pays membres à un déjeuner fraternel. Derrière ce moment de convivialité se cachent de grands enjeux. Vendre le profil d'Isaac Nyamba Yao, candidat au poste de vice-directeur général de l'UPU, et rallier des voix pour un siège au conseil d'exploitation. Chers acteurs du monde postal, je voudrais solliciter vos suffrages
pour M. Isaac Nyamba Yao. M. Isaac Nyamba Yao est nanti d'une connaissance approfondie du secteur postal africain, couplé de son réseau international qui lui permettront efficacement de contribuer à l'atteinte des objectifs stratégiques de l'organisation aux côtés du directeur général. Servir l'UPU, c'est servir l'humanité. C'est porter l'espoir et le progrès dans chaque colis. C'est cette flamme que j'ai cherché à honorer chaque jour avec passion et dévouement. Rallions nos voix pour une UPU plus forte, plus unie et plus que jamais au service de tous. L'approche de la délégation ivoirienne séduit les congressistes. Ils sont nombreux à afficher leur soutien à la candidature de la Côte d'Ivoire. Je voudrais exprimer mon admiration sincère pour l'engagement d'Isaac. Vous avez fait preuve d'un leadership exceptionnel en tant que président du conseil d'administration durant le cycle précédent. Je souhaite donc bonne chance à la Côte d'Ivoire pour cette nouvelle candidature. Il est le candidat de l'Afrique. Tout notre soutien à Isaac Nyamba Yao afin qu'il accède au poste de vice-directeur général de l'UPU. Nous lançons donc un appel à tous les pays. Venus les bras chargés de cadeaux, la délégation ivoirienne gratifie ses convives d'une panoplie de présents, de quoi marquer les esprits. En attendant le scrutin prévu le 18 septembre, la Côte d'Ivoire poursuit son offensive diplomatique et intensifie les rencontres de proximité. La Côte d'Ivoire avance sur tous les fronts. À Yamoussoukro, députés et sénateurs se mobilisent contre le tabac. Les lois et décrets existants sont passés en revue pour renforcer la lutte contre la prolifération des produits à base de nicotine et de tabac. Les textes sont amendés pour une action plus efficace, une étape cruciale pour protéger la santé des Ivoiriens. Eugène Atoubé. Députés et sénateurs sont tous unanimes. Il est exigence aujourd'hui en Côte d'Ivoire à renforcer la lutte contre le tabagisme dans tous ses aspects. Tu invites à ce que nous soyons plus regardants. Des mesures plus drastiques seront prises, allant de l'interdiction de fumer dans les lieux publics, même dans le bureau. Dans d'autres pays, ça réussit, pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Les moyens de lutte sont insuffisants. Et c'est ce cadre-là que nous devons renforcer ces dispositifs-là pour que l'équipe en place puisse véritablement avoir les armes nécessaires pour pouvoir lutter contre le tabac et sauver la vie de multiples personnes en Côte d'Ivoire et surtout sauver la jeunesse qui est l'avenir de ce pays. Le tabagisme, un fléau qui n'épargne aucun pays de la planète. En Côte d'Ivoire, la réalité sur la question est dure et sèche. Le tabac et les produits à base de nicotine, connus, nouveaux ou émergents, prolifèrent à vitesse exponentielle, à l'exemple des cigarettes électroniques et de la chicha, phénomène de mode en vogue dans les milieux jeunes. L'atelier de Yamoussoukro montre que nombreux défis restent encore à relever et il y a urgence à agir et vite. En 2022, le gouvernement a estimé les dépenses de prise en charge des maladies liées au tabac à un peu plus de 20 milliards de francs CFA. Oui, le tabagisme sévit et en réponse, nous devons nous serrer les coudes pour lui apporter la réplique nécessaire. Selon le PNLTA, Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et autres addictions, 5000 morts sont enregistrés en Côte d'Ivoire chaque année. Ils sont fumeurs actifs et non actifs. Nous partons à présent sur un terrain où l'action sociale transforme la vie des communautés en Côte d'Ivoire. Toujours le projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée, dans le Bunkani, le Ourodougou et le district des Savanes. Des infrastructures essentielles ont été remises aux communautés locales et ce sont plus de 530 000 personnes qui bénéficient déjà de ce projet COSO de cohésion sociale, moteur de paix et de développement. Lanciné Bakayoko. Le projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée-Kozo poursuit son action dans les zones rurales. Au total, 1688 infrastructures de base sont prévues, dont 569 déjà livrées et 547 en cours de réalisation. Il s'agit d'établissements éducatifs et sanitaires, d'ouvrages hydrauliques, de marchés ruraux et de périmètres maraîchers.
Ces projets visent à améliorer les conditions de vie des populations vivant dans les localités souvent enclavées. Avant là, si tu as mal au ventre, tu vas à Serou ou bien à Gbeleban avant de faire accouchement. Mais maintenant là, on ne va plus déplacer. On va rester chez nous ici pour faire accouchement. Vraiment, on est tellement contents. Au-delà des infrastructures sociales, le projet s'intéresse également au développement économique. À ce niveau, ce sont au total 68 marchés ruraux et marchés à bétail qui ont été réalisés, 11 périmètres maraîchers et également 91 villages qui ont été ciblés. 116 activités génératrices de revenus ont déjà été réalisées. Ces actions bénéficient directement au groupement communautaire avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes. À ce jour, 530 000 personnes, dont la moitié composée de femmes, ont déjà vu leur quotidien transformé par le COSO. Le projet COSO est exécuté par le Conseil Coton, Anacard et Carité. Voilà, des projets réalisés sur la base d'un dynamisme économique et les secteurs actualisent leurs procédés pour plus d'efficience. Prenons le cas de l'agriculture ivoirienne. Elle se modernise avec des formations ciblées. Dans ce cas et dans ce reportage que vous allez suivre, 200 responsables de 42 organisations professionnelles agricoles sont formés pour mieux gérer leur association et négocier des financements. Christian Kwaku et Alexis Ouedraogo nous en disent davantage. 42 organisations professionnelles agricoles renforcent leurs capacités. Termes choisis, gestion administrative, financière et stratégie de négociation de financement d'une association. Lieu de cette rencontre, à Yama, au nord d'Abidjan. L'UFDFP, dans ses missions, a pour objectif de renforcer les capacités des populations. À l'issue de cette formation, on attend des responsables d'OPA transformés, des dirigeants avec un leadership beaucoup plus exacerbé. On attend des OPA beaucoup plus compétitives, plus motivantes, plus inspirantes pour le secteur et vraiment on attend un monde agricole beaucoup plus développé. Cette formation, elle est la bienvenue. Ça va nous permettre de renforcer nos capacités en termes de gestion et de négociation, des atouts de tout ce qui peut vraiment terminer l'action au niveau de nos organisations membres. Je participe à cet atelier de formation pour qu'après cet atelier, avec les expériences qu'on va trouver ici, pour qu'on puisse développer la culture chez nous pour pouvoir nourrir la Côte d'Ivoire avec la bonne production. Au programme, gouvernance associative et leadership, professionnalisation d'associations, gestion des adhésions et mobilisation des membres. La formation pour nous est perçue comme un intrant. Et nous, en nos passés, on se dit qu'il faut pouvoir à l'école, n'est-ce pas, de la connaissance. Parce que c'est une loi d'ailleurs, la loi de l'économie, de la connaissance. Il faut que très rapidement, on puisse voir, qu'en rendant visite à une ou deux coopératives, on sent effectivement que ce qui a été appris est traduit sur le terrain. Le séminaire initié par l'Association nationale des organisateurs professionnels et agricoles de Côte d'Ivoire va s'étendre jusqu'au samedi 13 septembre prochain. Voilà, des actions qui servent au développement non seulement du secteur agricole, mais aussi de développement local. Une initiative locale à présent pour l'amélioration du service sanitaire. Nous sommes à Thiémé-les-Crocs, dans le village de Djangobo, qui bénéficie d'une nouvelle ambulance, d'une maternité et d'un logement pour un infirmier. Eugène Atoubé. Dans la commune de Thiémé-les-Crocs, localité située dans le département de Mbato, un village nommé Djangobo. Ce village, qui figure parmi les gros producteurs de vivriers de la région de Moronou, franchit une étape majeure de son développement, notamment au plan sanitaire. Aujourd'hui, Djangobo dispose d'une ambulance qui vient renforcer l'offre de soins de son centre de santé au bénéfice des populations. Il y a un hôpital, mais il n'y a pas une ambulance. Traduitement, même 1-2 heures, on ne sait pas comment on partit parce qu'il n'y a pas d'ambulance. C'est quelle voiture on trouvait pour aller. En tout cas, on est heureuse. Maman Tamir, on te dit merci. Imaginez le nombre d'années que les membres de la mutuelle devraient passer à cotiser pour s'offrir de tels investissements, estimés à plusieurs dizaines de millions de nos francs. Même dans l'hypothèse la plus probable de recherche de financement extérieur, nous ne serions pas être prêts du tout à cet instant. C'est pourquoi Djangobo ne se lassera jamais de saluer ce grand geste. L'ambulance de Djangobo, une promesse de campagne. L'actuel maire de Thiémé-les-Crocs, Dr Samira Kwadio, répond au cri de cœur des populations de ce village qui souffraient des évacuations difficiles sur des routes caouteuses vers Thiémé-les-Crocs, Mbato ou Demokro pour les cas que ne pouvait traiter l'infirmier du village. Le maire de Thiémé-les-Crocs a également offert un logement pour l'infirmier
et un préau dédié à la vaccination. Un acte qui participe de sa volonté d'offrir aux populations de Timélecro et des villages de la commune un meilleur accès à la santé et le bien-être. Nous avons reçu des instructions de servir la population et c'est cette population que nous servons. Grâce au président de la République, grâce au ministre Demba Mgoupie, nous avons pu réaliser cette promesse. Et moi, en tant que député, je suis d'autant plus fier que c'est ensemble que nous parviendrons à faire comprendre à nos parents qu'il y a une seule voie, et la seule voie, c'est celle du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Avec son ambulance, son centre de vaccination et le logement de l'infirmier, Djangobo renforce son plateau technique. Mais une préoccupation demeure, le manque d'électricité dans le centre de santé. Le centre est éclairé parce qu'aujourd'hui, ce sont les panneaux solaires là. Nous voudrions aussi l'extension de l'électricité au centre de santé de Djangobo, parce qu'on n'a pas d'électricité. Une situation qui contrarie le travail de l'infirmier et ses collaborateurs et plonge dans le désarroi les populations du village. Et avec des structures équipées, la sensibilisation s'accentue sur des maux irréversibles tels que l'insuffisance rénale. À Bouaké, le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale a entretenu les populations, dont des agents de la RTI, sur l'insuffisance rénale et les moyens de prévention. Ulrich Kouakou et Djeneba Ouattara nous font le rapport. Chaque année, ce sont 12 000 nouveaux cas d'insuffisance rénale, dont 1200 en phase terminale détectés en Côte d'Ivoire, selon les statistiques du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de 2024. Face à cette montée inquiétante, plusieurs mesures sont prises pour prévenir cette maladie causée par l'incapacité des reins à éliminer les déchets du sang. À travers sa campagne de sensibilisation dénommée la Caravane du Rhin, les agents du Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale, CNP-TIR, ont sensibilisé les agents de RTI Bouaké. Objectif, échanger sur les facteurs de risque et les actes préventifs à adopter pour éviter cette maladie. Ce séminaire consiste à sensibiliser la population sur la maladie rénale, à savoir ses complications, les signes, les symptômes qu'un individu pourrait avoir. Nous encourageons la population touchée par cette maladie à ne pas avoir peur de la dialyse. Une fois on fait la dialyse, on pourra faire nos activités habituelles. La chaîne d'utilité publique s'engage à amplifier les informations reçues à travers des reportages pour une meilleure sensibilisation des populations. Quand on prononce cette maladie, tout de suite, les Ivoiriens sont inquiets parce que ces populations n'ont pas les informations. Je profite pour demander aux journalistes de poser toutes les questions nécessaires afin que vous soyez suffisamment aguerris et être les relais au niveau des téléspectateurs, au niveau des auditeurs. Je suis rentrée avec la peur de l'insuffisance rénale. Mais au sortir de ce temps-là, je retiens que si nous sommes dépistés tôt, nous pouvons guérir. Cette sensibilisation qui nous permet aussi d'aller vers nos proches et leur dire désormais, voici ce que vous devez faire, voici ce que vous devez avoir comme comportement afin d'éviter la maladie. Créé le 17 octobre 2012, le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale œuvre à la prévention et à la prise en charge des maladies rénales. Parlons de sport avec les Éléphantos qui remportent le titre de FIBA Afrobasket U16 à Kigali en battant le Cameroun 62 points contre 49. Et puis le point des matchs chez les filles, l'Égypte s'est imposée face à la Côte d'Ivoire 66 points contre 54. Une fierté pour la jeunesse sportive nationale tout de même. Suivons ces résumés avec Jean-Baptiste Assouan pour RTI Sport. Jean-Philippe Oka, Raphaël Ouedraogo et leurs partenaires ont écrit l'histoire du basket ivoirien en étant la première génération à finir champion d'Afrique Afrobasket U16. Les Éléphantos ont totalisé 6 victoires en 6 matchs dans cette compétition. Le dernier en date, ce dimanche 14 septembre 2025, avec la victoire en finale face aux Lionceaux du Cameroun sur la marque 62-49. Les Éléphantos ont remporté 3 cartons sur 4, 15-12, 8-9, 15-9 et 24-19. Au niveau des récompenses individuelles, nos Américains, Raphaël Ouedraogo et Jean-Philippe Oka, ont tiré leur épingle du jeu. Les deux joueurs terminent dans le 5 major de l'Afrobasket à U16. Le jeune Oka va un peu plus loin en étant le meilleur athlète MVP avec
16,5 points, 11 rebonds. Après 12 ans d'absence, les filles U16 ont assuré. Les Éléphantos terminent vice-championnes d'Afrique, 66-54 en faveur des Égyptiennes. Tel est le score de la 9e édition de l'Afrobasket U16 filles Kigali 2025. Tout comme les garçons, elles se qualifient pour le mondial des U16 en 2027. Marie Diomondé capte le titre de meilleure marqueuse avec 92 points marqués tout au long de la compétition et Emmanuela William, meilleure rebondeuse avec 83 rebonds gobés. Nous passons à l'actualité internationale. Intéressons-nous à cette réunion extraordinaire des dirigeants arabes et musulmans à Doha. Une réunion prévue ce jour. Les dirigeants des 57 membres de l'Organisation de la coopération islamique et les 22 membres de la Ligue arabe annoncent être tous présents. Le projet de communiqué final appelle à une ferme condamnation de l'agression israélienne contre le Qatar. Le Qatar lui garantit une réponse légale conforme au droit international contre Israël, qui a déjà bombardé l'Iran, la Syrie, le Liban, le Yémen et qui poursuit son offensive à Gaza et en Cisjordanie occupée. Et nous ne saurons achever cette édition d'information sans rappeler que ce 15 septembre en Côte d'Ivoire s'ouvre l'opération de distribution nationale de kits scolaires pour l'année scolaire 2025-2026, une opération conduite par le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation. Une remise officielle a été faite aujourd'hui au groupe scolaire à Nono dans la commune de Cocody. Il faut rappeler que ces manuels scolaires ont une durée d'utilisation de 4 ans. Ils sont remis gratuitement aux élèves grâce à une subvention du gouvernement. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'info est à suivre sur RTI.ci et RTI Info. Je vous retrouve demain pour l'actualité d'ici et du monde. À demain.